Je vais essayer de vous présenter certains aspects de la propagande, puisque ça correspond à une demande qui a émané de beaucoup d'entre vous. Et avant de commencer vraiment, je voudrais préciser une chose concernant l'approche que je vais essayer de vous proposer de la propagande. D'abord, je ne suis pas historien. Autrement dit, je ne vais pas traiter de l'histoire de la propagande, qui est pourtant un sujet intéressant, passionnant, qui pourrait nous faire remonter jusqu'à l'Antiquité. Mais je ne vais pas parler de ça. Et par ailleurs, je ne suis pas politiste, donc je ne vais pas non plus, d'une façon directe, en tout cas, vous parler des rapports entre la propagande et la démocratie, par exemple. Mais si ce type de question apparaît ensuite, on pourra toujours en parler. Ça va de soi. Alors, de quoi est-ce que je voudrais vous entretenir? Eh bien, du point de vue de ma discipline, c'est quelque chose de relativement simple à formuler. La question que je me pose, qu'on se pose dans ma discipline, c'est comment ça marche. Comment peut-on comprendre, expliquer l'emprise de la propagande? Alors tout le monde connaît des exemples historiques fameux, considérables au XXe siècle, où les régimes totalitaires ont développé une propagande très intense. Bon, vous savez cela aussi. Mais nous faisons tous, pratiquement tous les jours, je crois, l'expérience de la propagande sous d'autres formes. On y reviendra peut-être. En tout cas, la question que je voudrais essayer de vous présenter en donnant quelques points de repère, c'est celle-là. Comment ça marche? On va essayer de faire une espèce de démontage, si l'on peut dire, de la propagande d'une façon générale. Et après, on passera donc à vos intérêts particuliers, auxquels je répondrai si j'en suis capable, évidemment. Ça dépendra des questions. Bon, alors, comment ça marche donc la propagande? Ce qu'on peut dire, je pense, de plus général, c'est-à-dire qui s'applique à toutes les formes de propagande et sans doute à toutes les époques, c'est qu'il y a trois mécanismes fondamentaux. Il y a trois mécanismes qu'on va retrouver dans tous les cas de propagande. Et ces mécanismes-là, on les connaît bien. Je veux dire que dans la vie quotidienne, nous en faisons l'expérience, nous en sommes nous-mêmes les acteurs, les vecteurs, parfois les victimes. Vous connaissez tous cette organisation, ça peut être un jeu qui consiste à ce que une personne raconte une histoire à une autre, une deuxième, laquelle la retransmet immédiatement à une troisième, puis à une quatrième, et ainsi de suite. Bon. Ce genre de jeu, c'est la technique qui permet, entre autres, de simuler les processus de rumeurs, la transmission des rumeurs, qui sont tout à fait semblables, on y reviendra peut-être, à la propagande. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça, Je vous raconte quelque chose, une petite histoire. Je raconte une petite histoire à quelqu'un en lui demandant de la raconter aussitôt après, le plus fidèlement possible, à un deuxième protagoniste, etc. Et cela, 6-7 fois, ça suffit en général pour mettre en évidence les phénomènes. Qu'est-ce qui se passe? Trois choses. Et ce sont les trois mécanismes que nous allons trouver dans toute propagande aussi. Vous avez d'abord, ça tout le monde le sait, ce que l'on appelle tout bêtement de la réduction. C'est-à-dire que le volume, le nombre de mots du message va diminuer et finir par se stabiliser. Si j'avais prévu de vous faire une belle courbe que j'aurais projetée tout de suite, mais c'était un peu trivial, vous avez une courbe qui a cette allure-ci, dans votre sens à vous. C'est-à-dire que ça va aller décroissant assez vite, en fait, et puis après, ça va se stabiliser sur un palier. Pour fixer les idées, c'est une pure curiosité. Quand vous travaillez avec des adultes, si vous donnez un message initial de 150 à 180 mots, à peu près, ce qui ne fait pas grand-chose, vous avez une diminution de moitié à la première retransmission et de la moitié à la deuxième. Bien sûr, je donne des grandeurs typiques, ça peut varier selon les individus. En fin de compte, on a un message court, se ramenant à une phrase, comme disent les spécialistes, et c'est pas un hasard, c'est pas déplacé, se ramenant à un slogan.
je vous disais qu'on était très près de la propagande. Bon, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, de la réduction. Ça devient de plus en plus court et ça se stabilise sous la forme d'un énoncé bref, rapide, qu'on appelle un slogan. Exactement comme les slogans de la publicité ou de la propagande. Deuxième mécanisme, je vous en annonçais 3. Le deuxième, il est complémentaire du premier, complémentaire au sens mathématique. C'est-à-dire que l'essentiel disparaît, la plupart des choses disparaissent, puisqu'il y a réduction, et forcément, il y en a qui subsistent. Il y en a qui demeurent permanentes. Celles qui subsistent, celles qui ne sont pas frappées par l'oubli, par l'effacement, forcément, elles prennent du relief par rapport aux autres, puisqu'elles sont conservées. On parle donc en deuxième mécanisme de l'accentuation. Et si je vous donne un message de 150 mots, après 2 ou 3 retransmissions, il va en rester peut-être 10, admettons, 10, 15. Les 10, 15, pour partie au moins, étaient présents dans le message initial, et c'est de l'accentuation. Ne nous égarons pas, ne vous égarez pas, je vous parle de propagande. On n'a pas quitté le sujet et on y revient sans arrêt. On simplifie, réduction, et forcément ce que l'on conserve va être plus saillant, évident, souligné, objet d'insistance, parce que c'est relatif, c'est complémentaire. Tout ce qui n'est pas supprimé quand on supprime beaucoup est forcément accentué. Troisième mécanisme et dernier, que nous allons trouver également dans la propagande. En général, les gens, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui, les gens, c'est pas les autres, les gens vont rapprocher le contenu du message de leurs intérêts particuliers, de leurs croyances, de leurs valeurs, de ce qui les préoccupe au moment considéré, etc. Ça s'appelle, techniquement, de l'assimilation. Bien, le devenir du message, donc, vous pouvez le décliner selon ces 3 aspects, ces 3 mécanismes. Il devient de plus en plus simple jusqu'au slogan. Par définition, ce qui subsiste est forcément accentué, puisqu'il y a eu des pertes. Et il y a aussi appropriation, rapprochement des intérêts, des valeurs, des croyances, ainsi de suite, des individus. Vous savez, si dans les années 30 du siècle précédent, on avait raconté ici ou là une histoire qui mettait en scène un épicier de tel quartier faisant des affaires et qui, entre autres, était juif et à qui on imputait tel trafic ou telle compromission ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous croyez qu'il aurait subsisté de cette histoire après 2, 3, peut-être, retransmissions? Qui avait un épicier juif, ça s'appelle de l'accentuation, qui faisait du trafic, et ce trafic, ça ne nous étonne pas, n'est-ce pas, parce que nous savons bien que tous ces gens-là, ils trafiquent, etc. Je me mets dans la peau, n'est-ce pas, de l'époque. Ça s'appelle de l'assimilation. Réduction, accentuation, assimilation, on y reviendra peut-être. Vous ne pouvez pas, à mon avis, trouver de cas de propagande où ces 3 mécanismes-là feraient défaut. Il y a nécessairement simplification, mise en exergue, mise en évidence et appropriation des contenus, rapprochement des contenus par rapport à ce qui nous importe. Voilà les 3 mécanismes de base. Alors ça ne nous dit pas comment ça marche ou pourquoi ça marche, mais ça nous dit que ces phénomènes-là vont toujours être présents et qu'ils constituent en quelque sorte la toile de fond sur laquelle on va pouvoir repérer toute propagande. Si vous y pensez maintenant ou plus tard, je ne crois pas que vous puissiez trouver un exemple de propagande dans lequel il n'y aurait pas ces 3 aspects que je viens d'essayer de décrire à grands traits. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous présenter et auquel je me référerai constamment. Dès qu'il est question de propagande, il y a réduction, accentuation, assimilation. Parenthèse, c'est la même chose quand il est question de rumeurs, bien entendu. Bien entendu, peut-être qu'il faut expliquer davantage pourquoi
j'emploie ce terme, mais c'est parce que nous avons tendance à considérer que propagande, rumeur et autres phénomènes relèvent du même ensemble. Mais laissons cela. Donc voilà le premier point, réduction, accentuation, assimilation. Essayons d'avancer un peu dans la compréhension des processus concrets par lesquels la propagande va pénétrer une catégorie de population, un public, voire une société, d'une façon plus générale. Ici, il y a beaucoup de stéréotypes, d'idées toutes faites et assez répandues. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on a affaire à un média particulier, mettons la télévision si vous voulez, c'est assez typique, quand on a affaire à un média particulier, il y a une relation directe avec tous les destinataires, avec tous les récepteurs. Vous avez par exemple une émission qui a été suivie par 2 millions de téléspectateurs, nous dit l'audimat. Alors beaucoup de gens imaginent qu'il y a la télévision en tant que source et puis 2 millions de canaux directs, en quelque sorte, 2 millions de liens directs entre la télévision ou le téléviseur et chaque spectateur. Eh bien ça, c'est faux. Ça ne se passe pas du tout comme ça, malgré, je répète, ces stéréotypes ou ces idées toutes faites. Il y a longtemps que l'on sait que la communication par télévision, radio, presse, Internet aussi, la communication est en fait médiatisée. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'on emploie le même terme. Hein. On veut dire qu'il y a un intermédiaire entre le média et le destinataire. C'est ce qu'on entend par médiatisation. Et cette médiatisation se fait par l'intermédiaire de personnes qui ont des caractéristiques particulières, assez générales, mais tout de même assez spécifiques. Je vais essayer de vous dire lesquelles. Soyons concrets. Vous regardez une émission à la télévision. Bon, admettons. Qu'est-ce qui se passe pendant que vous la regardez, ou juste après, ou le lendemain, peu importe. Ce qui se passe, c'est que vous allez rencontrer un ami, un collègue, un copain, quelqu'un de la famille, enfin peu importe. Vous allez rencontrer des gens et vous allez leur dire, ou bien ils vont vous dire, tu as vu la télé hier soir, si c'est le lendemain, tu as vu cette émission, qu'est-ce que tu en penses, etc. Vous allez en parler, la juger en général, dire que c'était bien, pas bien, éventuellement ajouter des commentaires, etc. C'est vrai, je le répète, pour tous les médias. Hein. Je prends la télévision comme exemple typique, mais ce serait la même chose. Tu n'as pas lu dans le Canard tel article sur... C'est le même processus. Hein. Ou tu es allé voir sur tel site ce qu'il raconte, c'est toujours le même processus. Autrement dit, entre le média et le destinataire final, les destinataires finaux, il y a une étape intermédiaire, une médiatisation, hein, au sens propre, qui est assurée par certaines personnes. Ça, on le sait depuis très longtemps. Hein, c'est un classique des sciences sociales. En fait, on le sait depuis plus de 60 ans. Mais vous savez qu'il y a toujours un décalage entre ce que l'on peut savoir et ce que le public ou le grand public reconnaît, accepte et intègre dans ses propres façons de raisonner ou d'analyser. Qui sont ces gens qui font les relais? Parce qu'évidemment, ce sont eux aussi qui vont faire les relais pour la propagande, et c'est pour ça que je vous en parle. Alors, ces gens qui vont faire les relais, on les appelle, c'est le terme technique, discutable, mais c'est devenu aujourd'hui classique, on les appelle des guides d'opinion. Hein? Donc un guide d'opinion, c'est quelqu'un qui va médiatiser le média, hein, enfin qui va servir d'intermédiaire entre le média et un certain public. Vous avez tous affaire à des guides d'opinion, moi aussi bien sûr, et vous devez être à certains moments vous-même des guides d'opinion pour tel ou tel public plus ou moins large ou limité. Qu'est-ce qui caractérise les guides d'opinion? C'est une question que les propagandistes, les spécialistes qui fabriquent de la propagande, les spécialistes de l'influence, c'est une question qui se sont posées tout de suite. Parce que si on repère bien les guides d'opinion, on va pouvoir
affiner l'action, démultiplier l'efficacité de l'influence. C'est plus efficace de viser 100, le chiffre est quelconque, 100 guides d'opinion, ce n'est à peu près sûr qu'ils sont réellement des guides d'opinion, que de viser 10 000 personnes. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose de diffuser au hasard 10 000 tracts ou 10 000 messages. Ça peut être beaucoup plus efficace d'en diffuser 100 si on tombe bien, c'est-à-dire sur les guides d'opinion. Il faut bien le dire, le portrait que l'on peut en tracer, d'après ce que nous savons aujourd'hui, n'est pas un portrait parfaitement précis. Alors, je le regrette d'un point de vue scientifique, du point de vue citoyen, je m'en réjouis, en un sens, parce que comme on n'a pas de portrait très précis, on est encore un peu à l'abri de certaines actions systématiques d'influence. Cela dit, c'est pas n'importe qui. Hein, les guides d'opinion, c'est pas n'importe qui dans un public donné. Il y a diverses caractéristiques. Bon, j'en retiendrai 3. Une première caractéristique fondamentale, la perdez pas de vue par rapport à la propagande dont nous ne cessons pas de parler. La première caractéristique, c'est que les guides d'opinion, ce sont toujours des proches de leur public, de leur destinataire. On dit en sociologie, ce sont des membres des groupes primaires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens de la famille, ce sont des gens du même établissement, ce sont des gens du même service, de la même entreprise. Ce sont des collègues de travail, autrement dit. Ce sont éventuellement des voisins immédiats, j'entends. Bref, ce sont des gens qui sont extrêmement proches, physiquement et socialement. Vous remarquerez que dans les médias classiques, les médias formels, télévision, presse, radio, éventuellement, les auteurs d'émissions sont rarement des proches de leurs destinataires. Hein. Ils sont dans un rôle précisément formel qui les distancie, qui les éloigne. Donc, les guides d'opinion, première caractéristique, c'est les voisins immédiats. Je répète, hein, les gens de la famille, les gens du groupe de travail, les gens de la classe, etc. Il ne faut pas chercher du côté de personnes, ce sera une deuxième caractéristique, du côté de personnes qui ont forcément un statut d'influence. Il ne faut pas chercher du côté des notables, hein, pour parler couramment. Les guides d'opinion sont très rarement des gens ayant une responsabilité formelle. Par exemple, dans un village, c'est rarement le maire de la commune qui est un guide d'opinion. Et ce n'est pas du tout évident que ce soit les conseillers municipaux. Ça peut se produire, hein, ça peut se produire. Mais d'une façon générale, il n'y a pas de lien régulier entre un statut formel et le phénomène de guide d'opinion. Dans une classe, c'est pas forcément le prof. Hein. Il vaut mieux même que ce soit pas le prof, à un sens. Bon. Parce que cette dimension de proximité que j'évoquais à l'instant est fondamentale pour que le message circule, pour que le message passe. Donc, des membres des groupes primaires, c'est-à-dire des voisins immédiats, des pairs, des semblables, des gens à qui on peut s'identifier, bref, on a envie de dire les mêmes, quoi, hein, les mêmes que nous, d'une certaine façon. Et pas de séparation par rapport à un statut formel. Qu'est-ce qu'on peut dire encore des guides d'opinion? Parce que ça reste flou, hein, c'est déjà un premier trait, mais ça reste quand même très vague. Alors, autre trait, d'une façon générale, ils sont de plus grands consommateurs de médias, c'est un peu abstrait, que la moyenne de leur groupe. Hein, vous prenez donc un groupe de référence, par exemple une classe, si vous voulez, une famille, je ne sais pas quoi, une association, quelque chose comme ça. On peut savoir quelle est la moyenne de consommation des médias de chacun. Ça se fait avec des questionnaires tout bêtes. Hein. C'est du genre du nombre d'heures passées devant la télévision par semaine, nombre d'heures, ou plutôt de journaux différents lus, nombre de magazines, nombre d'abonnements, nombre de bouquins, nombre de séances de cinéma, nombre de disques achetés chaque mois, en fait CD, etc. Bon, c'est très facile de trouver une moyenne de consommation dans un groupe donné. Eh bien, les guides d'opinion ont une consommation de médias qui est supérieure à la moyenne de celle de leur groupe. Ce qui est un trait,
identificatoires déjà un peu plus précis. Ils vont passer davantage de temps devant la télé ou à surfer sur Internet ou à lire des articles de revues ou de journaux que la moyenne de leur groupe. Je ne dis pas, ce serait un jugement de valeur, qui sont bien ou mieux informés. Je dis, ce sont de plus grands consommateurs de médias, ce qui est une caractéristique objective, ce qui n'est pas un jugement. Un autre trait, enfin, pour caractériser les guides d'opinion, c'est qu'ils sont toujours, on peut dire toujours, spécialisés. C'est-à-dire qu'on est guide d'opinion pour un domaine donné. Par exemple, vous allez être guide d'opinion pour la musique. Vous allez être guide d'opinion pour le cinéma. Vous allez être guide d'opinion pour la politique, le cas échéant, puisque nous parlons aussi de propagande. On n'est pas, un guide d'opinion cumulatif. Vous n'êtes pas guide d'opinion pour tout à tout moment. Mais ça, nous le savons tous et nous le faisons tous. Quand vous voulez savoir s'il y a un film qui vaut le coup cette semaine, vous n'allez pas le demander à n'importe qui. Vous allez le demander à certaines personnes dont vous savez qu'elles se tiennent au courant de l'actualité, qu'elles sont sans doute allées 36 fois déjà cette semaine au cinéma, plus grand consommateur de médias, etc. Quand vous voulez avoir des renseignements sur telle ou telle orientation ou filière, vous n'allez pas les demander à n'importe qui dans la classe non plus, c'est évident. Et quand vous voulez organiser un truc sympa le samedi soir, vous n'allez pas le demander à n'importe qui, ce ne sera pas les mêmes de toute façon. Bon. Les guides d'opinion spécialisés, c'est cela que ça signifie. C'est-à-dire que ce n'est pas un rôle établi, institutionnel. Vous n'avez pas quelqu'un qui a un t-shirt « Je suis guide d'opinion » comme les gilets rouges de la SNCF, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez me demander tous les renseignements que vous voulez. Non. Ça se passe dans le cadre des relations interpersonnelles, dans le cadre des relations humaines, et le guide d'opinion pour un objet n'est pas guide d'opinion pour un autre objet, tout simplement. Alors voilà qui complète un peu le profil du guide d'opinion. Si je résume, ce sont toujours des proches. C'est entre parenthèses, mais vous le comprenez bien tout de suite, c'est ce qui rend l'affaire assez insidieuse. Quand la propagande s'affiche sur les murs, ou sur les ondes, qu'on vous dit c'est de la propagande en quelque sorte, qu'il y a le sous-titre c'est de la propagande, vous êtes plutôt réticent, toutes vos défenses se braquent, vous savez qu'on veut vous avoir, en gros, puisque c'est écrit dessus, c'est de la propagande. Vous savez, comme les campagnes à la télévision, les campagnes pour les élections, campagne pour les élections législatives, campagne pour les élections présidentielles, après quoi les candidats ou leurs partis s'expriment. Vous savez d'avance que c'est de la propagande. Ça n'a pas un grand effet. Par contre, j'y reviens, le guide d'opinion, c'est un proche. Et c'est là qu'il y a le côté insidieux. La meilleure propagande, c'est évidemment, on y reviendra peut-être, celle qui ne se voit pas, celle qui ne se déclare pas comme telle, celle qui s'avance masquée, comme on dit. La meilleure propagande, c'est celle-là, celle qui vient du copain, du voisin, du collègue de travail, etc. Pas celle où c'est écrit dessus « voici de la propagande ». Là, c'est pas grave, en général. Donc, des proches qui ne sont pas forcément, je résume, qui ne sont pas forcément dotés d'un statut formel d'autorité, d'éminence, etc. Pas forcément. Qui sont de plus grands consommateurs de médias que la moyenne de leur auditoire, de leur public, et qui, enfin, sont spécialisés secteur par secteur. Voilà à quoi ressemblent, d'une façon générale, ce n'est qu'un portrait robot, les guides d'opinion. S'il est question de se prémunir, de se vacciner contre la propagande, s'il est question de se méfier, à tout le moins, des actions de propagande, ce n'est pas aux affiches que vous devez penser, ce n'est pas aux spots télévisés, etc. Ce n'est pas à toute propagande qui se déclare comme telle. Parce que ce n'est pas par ces canaux-là, ce n'est pas par ces biais-là que l'influence chemine. Elle chemine par les gens dont on vient de parler.
et d'autant plus insidieux qu'on a du mal à les reconnaître éventuellement. Bon. Comment les guides d'opinion agissent-ils? Bon, on voit à peu près qui c'est, à quoi ils ressemblent du moins, en termes de portrait robot. Comment ils fonctionnent? Alors, on pourrait là aussi analyser les choses d'une façon relativement fine. Il y a pas mal de travaux dessus, mais je veux garder simplement les grandes lignes. Hein. Donc, 2 points sur le mode de fonctionnement, sur le mode d'influence des guides d'opinion. 2 points, et le premier, on le connaît déjà, sans surprise. Comment ils agissent? La première réponse est simple. Par réduction, accentuation, assimilation. Hein, à tous les coups. Les guides d'opinion vont toujours simplifier le message initial. Ils vont toujours en accentuer certains aspects, mettre en exergue, en évidence, certains points, et ils vont toujours les assimiler à vos intérêts, vos attentes, vos angoisses, vos espérances, vos préoccupations, etc. Hein. Le guide d'opinion, quel qu'il soit, fait toujours comme ça, réduction, accentuation, assimilation. Simplifier, mettre en exergue, rendre pertinent. Assimiler, c'est rendre significatif pour les individus. Donc ça, c'est imparable, on va le retrouver tout le temps. Mais je vous ai dit 2 façons d'agir, enfin pas 2 façons, pardon, 2 aspects de la même action. En premier aspect, réduction, accentuation, assimilation, bien sûr, c'est basique. Le deuxième aspect, c'est qu'ils ont un rôle de, alors il faut trouver le terme là, je ne vois pas de terme précis en français, ils ont un rôle de traducteur. Je veux dire quoi? La plupart du temps, il y a des exceptions notables, notamment sur Internet, c'est vrai. Mais la plupart du temps, dans les médias formels, la langue qui est utilisée n'est pas la langue du quotidien. Il y a un niveau d'élaboration de la langue, il y a un lexique, il y a une syntaxe, il y a des références qui sont rarement présentes dans le quotidien. Si vous voulez vous en convaincre, c'est très facile. Hein. Vous enregistrez un bout du journal de 20 heures sur la chaîne que vous voulez, et puis vous descendez au bistrot du coin et vous enregistrez un bout de conversation au comptoir. Et vous faites la comparaison. Hein. Ça marche à tous les coups. Le niveau de langue n'est pas du tout le même, bien entendu. Et ce n'est pas une question technique. C'est pas parce que le son ne serait pas le même ou quelque chose comme ça. Eh bien, le guide d'opinion, il a cette vertu, ce rôle, en tout cas, de traduire, vous voyez dans quel sens j'emploie le terme, hein, de réapproprier aussi la forme du discours. Là où on vous dit, par exemple, un projet de loi a été mis en discussion à l'Assemblée nationale cet après-midi, présenté à l'initiative des députés de, etc., il va porter sur la réglementation de, bon, là où on vous dit ça, le guide d'opinion va vous dire, non mais t'as entendu ce projet qu'ils sont en train de préparer? C'est dingue. Alors vous direz, ouais, bon, peut-être, je sais pas. Le guide d'opinion dira, oui, mais attends, t'as pas réfléchi aux conséquences, tu vois pas ce que ça veut dire pour toi, et de développer. Là, il fait de l'assimilation. Hein. Quand on vous dit, vous voyez pas, tu vois pas parce que ce sont des proches. Hein, tu vois pas ce que ça signifie pour toi, tu vois pas les conséquences. On est en train de faire de l'assimilation, en même temps, bien sûr, que de la réduction, et en même temps que de l'accentuation. Projet de loi, dans l'exemple que je prenais à l'instant, projet de loi va devenir assez facilement nouvelle loi, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et on a des simplifications de ce genre. Un exemple que je prends volontiers à propos de cette chaîne de transmission par l'évocation de laquelle j'ai commencé, on donne un message à A qui transmet à B, qui transmet à C, etc. Un exemple tout à fait authentique, c'est une petite histoire de quelques lignes, 8 ou 10 lignes, je ne sais plus, dans laquelle on décrit l'intérieur d'un compartiment de chemin de fer la nuit. Bon, c'est tout à fait baroque, mais vous savez, c'est pas plus baroque que les dernières nouvelles politiques ou internationales. Et on dit, pour ajouter au mystère, dans cet extrait, je vous cite ça de mémoire, mais c'est pour mettre en évidence le mécanisme, on dit un homme grand et maigre, vêtu d'un imperméable froissé, entra dans le compartiment. Bon. Qu'est-ce que vous croyez que ça devient à la première retransmission?
un homme grand et maigre, vêtu d'un imperméable froissé, entra dans le compartiment. À la première retransmission, ça devient, il y a un type qui entre. Tous les éléments qui sont des éléments de précision, de modulation, grand et maigre, l'impair, froissé, etc., tout ça, ça saute. Vous faites pareil quand vous prenez des notes de cours. Hein. Bon, moi, je faisais pareil aussi. Hein. Tout le monde fait pareil. Si on vous dit, il semblerait que, toute chose égale par ailleurs, on puisse considérer que la plupart du temps A a un effet sur B, vous notez consciencieusement A entraîne B. Enfin, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas ce qui a été dit. Ah, bon, alors vous avez fait quoi? Vous avez fait de la réduction. Vous êtes passé d'une phrase de 15 mots à 3 signes, A flèche B, par exemple. Vous avez fait de la réduction. Vous avez fait de l'accentuation, puisque vous n'avez retenu que cet aspect-là. Alors, je ne sais pas où est l'assimilation dans ce cas, c'est vrai. Il faut trouver un autre exemple. Mais vous êtes dans le même processus. Bien, je reviens à mes guides d'opinion. Des traducteurs, donc, hein, des gens qui vont formuler de façon commode, pratique. On dit, bon, le terme est un peu particulier, colloquial. Hein, ils parlent le langage de la tribu. C'est-à-dire qu'ils vont parler le même argot que tout le monde, par exemple, avoir les mêmes abréviations que tout le monde dans leur groupe. Voilà comment aussi leur action fonctionne. Le message, quand il est trop formel, et c'est pratiquement toujours le cas dans les médias, sauf éventuellement Internet, quand il est trop formel, il n'a pas d'incidence parce qu'il est porteur en lui-même d'une distance. Vous savez bien que vous, vos amis, vos copains, vos connaissances, etc., ne parlent pas comme ça. Et dès lors qu'on ne parle pas comme ça, il y a une distance. Pour que l'influence s'exerce, il faut qu'on reformule, il faut qu'on traduise, d'où ce rôle de traducteur du guide d'opinion. Je résume, avant d'aborder le troisième et dernier point. Comment ça marche? Quand nous parlons de propagande, comment ça marche? Ça marche toujours par réduction, accentuation, assimilation. J'arrête de le répéter. Qui est l'opérateur de ces trois mécanismes-là, de ces trois processus? L'opérateur typique, c'est ce qu'on appelle un guide d'opinion. Qui est un guide d'opinion? C'est un proche, pas forcément quelqu'un d'évident, de notable, quelqu'un ayant un statut formel. Donc c'est un proche qui est un grand consommateur de médias, relativement parlant, et qui est spécialisé. Comment il fait? Il procède par réduction, accentuation, assimilation, et il procède en traduisant, en exprimant dans le langage commun le contenu du message d'influence. Bref, il se rapproche des gens, si vous voulez. C'est une condition de son efficacité. Il resterait à se demander, ce sera mon dernier point, pourquoi ça marche? En gros, comment ça marche et par qui? Bien sûr, je suis allé au galop et j'ai présenté les choses à grands traits, mais on a des éléments de réponse. Comment ça marche? Par qui ça marche? Maintenant, pourquoi ça marche? Parce qu'il n'y a pas de raison, a priori, pour que des proches qui font une traduction en termes familiers d'un message soient influents. Il y a des raisons pour qu'ils soient plus influents que le média formel, plus influents que l'affiche, l'émission de télé, etc., bien sûr. Mais il n'y a pas de raison pour qu'ils soient influents tout court. Là aussi, on peut, sans les déformer, simplifier les choses et donner une réponse qui a une valeur générale. La propagande, relayée par les guides d'opinion, etc., la propagande, elle va toujours essayer de vous toucher sur 3 points. Parfois sur 1 ou 2 des 3, mais le plus souvent sur tous les 3 en même temps. Et là, chacun de vous pourra, je pense, sans difficulté, trouver des exemples anciens peut-être, récents et actuels en tout cas, où la propagande, effectivement, vise clairement ces 3 aspects-là. Premier point que vise la propagande,
on cherche à vous convaincre, à vous expliquer que ça vous concerne. Pas que ça concerne tout le monde, mais que ça vous concerne en particulier. Peut-être avez-vous vu, c'est une image qui vient à l'esprit, ça aussi c'est des choses que j'aurais pu amener, mais c'est assez secondaire quand même. Peut-être avez-vous vu dans vos bouquins d'histoire ou dans vos cours d'histoire ces affiches pour le recrutement des soldats pendant la Première Guerre mondiale, affiches britanniques et également aux États-Unis, où on voit par exemple aux États-Unis l'oncle Sam, traditionnel, haute forme, la barbe, etc., pointant le doigt vers le spectateur qui regarde l'affiche, et le slogan a été « I want you ». Même chose avec John Bull du côté britannique. Ça, c'est un résumé typique, un résumé emblématique de la propagande. C'est vous qui êtes en cause. L'affiche pointant du doigt le destinataire est tout à fait emblématique de ce mécanisme-là. Donc, premier point, la propagande va vous dire que ça va essayer de vous convaincre, en tout cas, que vous êtes personnellement concerné. Vous savez, quand on vous dit que c'est le genre humain qui est concerné, comme vous appartenez au genre humain, vous pensez que ça vous concerne aussi. Mais c'est quand même assez abstrait, assez lointain, et après tout, le genre humain, c'est pas moi. C'est beaucoup plus efficace quand on vous dit, mais c'est vous là, c'est vous. Exactement comme le guide d'opinion qui traduit en disant, mais t'as pas vu les conséquences que ça aura pour toi. T'as pas réfléchi à ce que ça signifie dans ton cas, etc. Donc, première visée de la propagande, vous êtes concerné, vous en tant que personne, individu spécifique. Le deuxième point que vise toute propagande, c'est d'essayer de vous convaincre que l'enjeu est important. Pas que c'est quelque chose d'assez secondaire, ou sur quoi on pourrait revenir, qui n'a pas de conséquences sensibles, etc., mais que l'enjeu vraiment a un poids important. C'est vous, et puis c'est important. Alors on va argumenter, bien sûr, plus ou moins longuement, pour expliquer ou montrer en quoi c'est important. Mais ce recours à la notion d'importance est important en soi, si je puis dire. On ne va jamais vous dire, vous savez que vous votiez ou pas, après tout, ça ne change pas grand-chose, parce que votre voix représente un 40 millionième, enfin je ne sais pas combien, quelle est l'étendue du corps électoral. On ne va jamais vous dire ça. On va vous dire aussi, bon, on parle beaucoup de tels sujets, mais après tout, c'est le réchauffement climatique, si vous voulez. Il y en a beaucoup question ces temps-ci. On parle beaucoup du réchauffement climatique, mais après tout, c'est pas la première fois que le climat se réchauffe, on le sait, donc puis c'est pas si grave que ça, que la mer monte ou descende de 10 cm. Bref, non, on va jamais vous dire ça. On va vous dire que c'est toujours extrêmement important, que l'enjeu est considérable même. Il y a une espèce d'emphase dans la propagande, une tendance à exagérer. Le troisième point que vise toute propagande, en même temps que les deux premiers, c'est de vous convaincre que vous y pouvez quelque chose. C'est une question importante ou très importante, deuxième point, qui vous concerne, premier point, et troisième point, on ne dit pas forcément que ça dépend de vous, mais enfin on va dans ce sens. On dit que vous y pouvez quelque chose. Ces élections vous concernent. Et puis ne croyez pas que ce n'est pas important, c'est un enjeu important. En effet, voici les conséquences, etc. Et vous y pouvez quelque chose en votant. C'est une ressource basique de la propagande civique. Je prends exprès un exemple neutre. À peu près neutre. Bon, donc toute propagande va essayer de viser ces trois points-là en même temps et essayer de vous... Alors, on n'a pas encore employé le mot, j'aime pas le mot, il reviendra peut-être tout à l'heure, va essayer de vous manipuler en renforçant ces trois aspects-là. C'est de vous qu'il est question, c'est un thème important, c'est un enjeu important, et vous y pouvez quelque chose. L'anti-propagande, c'est intéressant parfois de réfléchir en négatif, par opposition.
L'anti-propagande, ce serait de vous dire, bah, vous n'êtes pas plus concerné qu'un autre, hein, pourquoi pas, c'est d'une importance tout à fait relative, et de toute façon, vous n'y pouvez pas beaucoup. Ça, ce serait l'anti-propagande. Jamais vous n'allez trouver de propagande, quel qu'en soit le bord ou l'obédience, qui fonctionnerait dans ce registre-là. Toute propagande va fonctionner dans le registre précédent. Une fois encore, c'est vous, c'est important, et vous y pouvez quelque chose. Ça dépend un peu de vous, en quelque sorte. Voilà ce point qui me semble assez significatif pour essayer de comprendre comment fonctionne la propagande. Cette notion d'implication personnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, implication en termes d'identification, c'est moi, de valorisation de l'enjeu et de capacité d'action imaginée, j'y peux quelque chose, ça dépend si peu que ce soit de moi. Alors, bien sûr, ça n'épuise pas la question, loin de là. Mais je crois que vous avez là quelques repères qui me semblent, avec le recul du temps, il y a longtemps que je travaille là-dessus, qui me semblent être un peu l'essentiel ou le noyau de cet immense dossier. Bien sûr, il y a des tas de choses dont je ne vous ai pas parlé et on n'est pas allé au niveau du détail qui serait pas forcément intéressant en soi. Si je résume, comment ça marche? Toujours par réduction, accentuation, assimilation. Vous n'allez jamais trouver, par hypothèse, d'exception. Qui sont les agents de ces mécanismes de transformation? Les guides d'opinion dont on a vu quelques caractéristiques. Et pourquoi ça marche éventuellement? Parce qu'on se fait coincer, pardonnez-moi la familiarité du terme, on se fait coincer sur les 3 points, ça me concerne, c'est important et j'y peux quelque chose. Voilà le cadre général dont je vous ai dit en commençant qu'il n'était pas celui de l'historien mais du politiste, mais celui du sociologue ou du psychologue social qui essaie de comprendre comment ça marche. Et je suppose que ce sera plus clair peut-être sur certains points ou plus complet si vous avez des questions et si je peux y répondre. En tout cas, je m'arrête là.